ici, c'est sur les leçons que je tire de ma démarche de chercheur que je voudrais insister. Alors, chercheur en sciences sociales, donc on n'est pas exactement dans le même champ que celui qui vous préoccupe ici, mais la question de la responsabilité du chercheur dans le récit de notre histoire est vraiment fondamentale. Et lorsque, après la défaite de la mobilisation de 2003 contre la réforme des retraites, dans laquelle la fonction publique avait été très impliquée, rappelez-vous la part très active des enseignants en particulier dans la mobilisation contre la réforme, parce qu'il s'agissait à cette époque-là de s'attaquer en particulier à la retraite des fonctionnaires, en indexant sur les prix et non plus sur les salaires, par exemple. Alors que la mobilisation était énorme, l'échec a été tout aussi énorme. Et je me suis interrogé à ce moment-là sur les raisons de l'échec qui étaient internes à la mobilisation elle-même. On ne pouvait pas simplement accuser le camp d'en face d'être fort ou je ne sais pas quoi. Il fallait aussi s'interroger sur les limites des mots d'ordre et des modalités de la mobilisation. Et c'est là que, comme chercheur, j'ai été extrêmement marri de m'apercevoir que 30 ans, ça faisait depuis 1974 que j'étais sur le coup, donc 30 ans de travaux de première main avec des enquêtes, des archives, de la statistique, la reprise de tous les rapports de l'inspection générale des affaires sociales ou des débats parlementaires, enfin, etc. Tous les travaux qui avaient été écrits par le monde académique sur les questions de la sécurité sociale depuis les années 40. Tout cela ne m'avait pas fait voir un point absolument essentiel, comme quoi les documents ne répondent qu'aux questions qu'on leur pose, hein, et si on ne pose pas les bonnes questions, bon, on n'a pas non plus les bonnes réponses. Je n'avais pas vu la radicale opposition entre l'Agirc-Arrco, le régime de retraite des cadres, l'Agirc, est étendu à l'ensemble des salariés du privé dans l'Arrco, dans les années 50. Donc l'Agirc qui est né en 1947, et le régime général de retraite ou le régime de retraite des fonctionnaires. J'avais rangé ces deux types de régimes fondamentalement différents, dont je vais m'apercevoir que plus tard, à ce moment-là de la différence, dans un même, sous la même rubrique de régime en répartition, hein, parce que les cotisations de l'année sont versées aux retraités de l'année. Il n'y a pas de placement des cotisations, on est en répartition. Et dans Puissance du salariat, donc l'ouvrage que j'écris dans les années 90, qui est paru en poche d'ailleurs, hein, en point seuil, qu'il est tout à fait accessible maintenant, je range l'Agirc-Arrco et le régime général des retraites dans la même rubrique, répartition. Et c'est là que je vais m'apercevoir que le conflit de classe n'oppose pas la répartition à la capitalisation, pas du tout. Que la classe dirigeante n'a pas du tout comme objet la capitalisation. Et nous avons encore erré considérablement en 2019, hein, où nous avons centré toute notre opposition à la réforme des retraites au nom du refus de la capitalisation. Rappelez-vous, le délégué gouvernemental à la retraite obligé de démissionner parce qu'il était lié à un groupe de capitalisation, et on avait utilisé le truc pour lancer la bagarre. Tout ça, c'est de la musette, hein. L'enjeu pour la classe dirigeante n'est absolument pas de passer à la capitalisation en matière de retraite,
mais c'est de promouvoir une répartition capitaliste contre une répartition communiste. C'est-à-dire qu'il faut mettre un adjectif aux catégories analytiques qu'on utilise. Et c'est d'ailleurs l'enjeu essentiel du bouquin avec Frédéric Lordon, En travail, conversation sur le communisme, le bouquin qu'on vient d'avoir. J'avais proposé comme titre, mais ça a suscité un éclat de rire général, fécondité du prédicat. Parce que, bon, alors il faut vendre ensuite, donc c'était pas possible, mais c'est ça le cœur de l'affaire. Sortir d'une analyse du capitalisme comme un système générateur de victimes, un système qui ne se reproduit que pour rester identique, qui ne change que pour rester lui-même, qui n'est pas marqué, à la différence de ce qu'en dit Marx précisément, par une logique de contradiction, mais qui est marqué par une logique de reproduction. Et une telle analyse fait que on ne va pas chercher dans le capitalisme lui-même les prémices de la sortie du capitalisme. Et on va appeler État, l'État, salaire, le salaire, valeur, la valeur, sans voir que s'affrontent dans l'État un État capitaliste, un État communiste. Dans le salaire, un salaire capitaliste, un salaire communiste. Dans la valeur, une valeur capitaliste, une valeur communiste, etc. Et dans le travail, un travail capitaliste, un travail communiste. Et qu'est-ce que c'est que la répartition capitaliste? À quoi s'oppose la répartition communiste en matière de retraite? On a donc bien la même technologie qui consiste à affecter des cotisations, un flux de cotisations à un flux de pensions qui sont absolument concomitants, sans passage par un placement. Dans la répartition capitaliste, c'est la pension est à la mesure des cotisations. C'est le j'ai cotisé, j'ai droit. La logique intellectuelle, c'est une partie de mon salaire, je ne le dépense pas, je la mets au pot commun, un pot de solidarité intergénérationnelle, c'est comme ça qu'on va s'exprimer. Et ces cotisations, cette socialisation de mon salaire que je ne dépense pas, vont financer les pensions des retraités. Et lorsque je serai moi-même retraité, bien ma foi, j'aurai droit à la mesure finalement de la solidarité dont j'ai fait preuve quand j'étais actif. J'aurai droit de bénéficier des cotisations des actifs de l'époque, la solidarité intergénérationnelle. Là, nous sommes au cœur de la logique capitaliste. Ce qui fait réfléchir. Ça fait depuis quand même maintenant, depuis 93, 94, que nous manifestons autour de oui à la solidarité intergénérationnelle, non à la capitalisation. Enfin, des mots d'ordre qui sont totalement mortifères et qui nous mettent sur le terrain de notre adversaire. Alors que la répartition communiste qui s'opère en 1946, qui est inventée, on pourrait dire, dans le statut de la fonction publique, avant donc 1946, même si c'est en octobre 1946 que la loi Thorez va instituer le statut de la fonction publique, repris ensuite dans la loi Lepors de 1983. Par parenthèse, là encore, sur notre aveuglement sur les acquis communistes de notre histoire sociale,
il a été possible en août dernier de faire une loi qui porte une atteinte mais fondamentale à la fonction publique, lorsque les soignants fonctionnaires, je cherche le mot, enfin récusés, mais quel est le mot, parce que non vaccinés, ils sont donc, je cherche, pardon, suspendus, merci beaucoup. Donc les fonctionnaires suspendus voient leur traitement suspendu. C'est une atteinte absolue à la fonction publique. Un fonctionnaire suspendu conserve son traitement, bien sûr, c'est l'article 3 de la loi Le Pors de 1983. Hein. Bon, le silence syndical sur cette affaire montre combien nous sommes incapables de mettre le mot communiste sur des institutions dans le capitalisme. Hein. Et nous sommes incapables de voir la portée anthropologique d'un dispositif qui dissocie totalement le droit au salaire de l'activité menée, et qui fait que les fonctionnaires ont conservé leur salaire pendant le confinement. Tout leur salaire, bien sûr. Évidemment, parce qu'ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Ils sont payés pour ce qu'ils sont du point de vue de la valeur, porteurs d'une qualification. C'est une mutation anthropologique énorme, que de ne plus faire dépendre mes ressources de ce que je fais, validé socialement comme productif. Alors que cette validation sociale m'échappe totalement, et qui donc me met à la merci de la classe dirigeante. Là, on a un inouï formidable, qui est le cœur de la fonction publique précisément. Or, ce que fait Croizat en 1946 à propos des retraites du privé, il transpose dans les retraites du privé, dans les retraites du régime général, la situation des fonctionnaires. Un retraité, ce n'est pas un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations. La retraite ne relève pas du tout de la solidarité intergénérationnelle. Un retraité, c'est un travailleur qui a droit à la poursuite de son salaire. Parce que la qualification passe lorsqu'il prend sa retraite, je parle du privé, de son poste à sa personne. Ça n'est plus son poste qui est qualifié, ça c'est le statut des travailleurs dans le privé, ou des CDI qui se mettent en place à l'INRIA aujourd'hui, d'accord ? Prétendument pour attirer je ne sais pas quoi, enfin c'est tout ça pour créer 18 postes en CDI et 21 postes en fonction publique. Toute cette entourloupe indécente de la lutte contre la précarité par le CDI et non pas par la fonction publique. Ce qui caractérise la retraite telle que Croizat la met en place en 1946, c'est que le retraité a droit, quelles que soient ses cotisations, à la poursuite de son salaire. Ce n'est plus son poste qui est qualifié, c'est lui-même. C'est le cas des fonctionnaires. Le fonctionnaire, ce n'est pas son poste qui est qualifié, c'est lui-même. C'est pour ça qu'un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Mais un fonctionnaire qui termine son service, qui n'a donc plus de poste, conserve son salaire. Parce que son salaire est lié à sa qualification. La qualification, c'est la mesure du salaire, enfin, elle s'exprime dans un salaire. Et la qualification, c'est un attribut personnel. On définit un fonctionnaire non pas par son diplôme. Son diplôme, il peut se torcher avec tant qu'il n'est pas qualifié. C'est sa qualification à travers un concours qui va ensuite attacher à sa personne un salaire. Et c'est pour cela que, depuis longtemps, au demeurant, c'est un énorme conflit au XIXe siècle, depuis 1853, donc c'est déjà ancien, les fonctionnaires conservent leur salaire, qui par définition est le meilleur, le dernier est le meilleur,
Alors c'était celui des 6, le salaire moyen des 6 dernières années au XIXe siècle où il n'y avait pas d'inflation structurelle. L'inflation structurelle apparue avec la guerre de 14 a transformé les 6 dernières années en 6 derniers mois. Mais nous sommes dans une même logique. Le fonctionnaire est titulaire de sa qualification, c'est une qualification personnelle, ce n'est pas la qualification du poste, et il continue à être payé. Pourquoi? Parce qu'il ne perd pas sa qualification. Un fonctionnaire, je ne sais pas quoi moi, un directeur de recherche du CNRS, un général ou un ouvrier d'État conserve sa qualification jusqu'à sa mort. C'est un attribut de sa personne et donc il conserve son salaire jusqu'à sa mort en fonction de la durée de son service public validé. Et c'est ce que fait Croizat. Il transpose totalement cela dans le privé. Aucun compte n'est tenu des cotisations, aucun. La pension du privé ne repose sur aucun compte des cotisations. Un fonctionnaire d'État, il n'y a aucune cotisation, aucune caisse. Il y a, là, si vous êtes fonctionnaire d'État et que vous regardez votre feuille de paye, vous allez voir une mention retenue pour PC, pour pension civile, mais c'est un pur jeu d'écriture. Il n'y a aucune caisse dans laquelle irait cette pension. C'est le Trésor public qui continue à payer le fonctionnaire jusqu'à sa mort. Et donc, en aucun cas, la pension de retraite n'est un différé des cotisations. Ce n'est pas un salaire différé. C'est un salaire continué. C'est tout à fait différent. D'un point de vue anthropologique, ça pose le travailleur non pas comme celui qui est en train de travailler. Ça, c'est la définition capitaliste du travailleur. Et on comprend pourquoi il y a cette définition. Travailler dans le capitalisme, là encore une fois, il faut mettre des qualificatifs sur le mot travail. Travail capitaliste, travail communiste. Travailler dans le capitalisme, c'est mettre en valeur du capital. Donc toute personne qui met en valeur du capital, quelle que soit la valeur d'usage de son travail concret. Ça c'est Marx analyse très longuement, Marx et Engels analysent très longuement l'indifférence de la classe dirigeante à la valeur d'usage de ce qui est produit. Puisqu'on produit pour mettre en valeur du capital. On produit de la valeur pour la valeur. C'est une production tautologique ou autotélique de valeur. Dans l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit. D'où l'impasse dans laquelle progressivement le capitalisme nous conduit et qui devient de plus en plus lisible, au point qu'aujourd'hui il y a quand même une adhésion de plus en plus faible au travail tel que le capitalisme nous le promeut. Y compris chez les cadres, y compris chez des catégories qui jusqu'ici étaient en accord avec ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui cet accord est de plus en plus faible. Et comme précisément les travailleurs eux-mêmes n'ont pas de prise sur le travail tel qu'il est construit dans le capitalisme, puisque ce n'est pas la valeur d'usage qui est recherchée, à laquelle ils sont attachés. C'est pour ça qu'il y a souffrance au travail, c'est parce qu'il y a un attachement à la valeur d'usage qui est produite, mais ce n'est pas ça qui est cherché. Ce qui est cherché, c'est la valeur économique qui est produite. D'où des contradictions visibles ici aussi. Il faut valoriser en portant des brevets, alors qu'on sait très bien que le brevet c'est absolument antithétique de toute recherche scientifique. Dès qu'il y a du brevet, il n'y a plus de recherche, évidemment. Mais on le fait quand même parce qu'on valorise, etc. Toute cette arnaque également de la valorisation. Cette non-maîtrise fondamentale du travail par le travailleur fait qu'on ne va être reconnu comme travailleur et donc titulaire d'un salaire que pour autant que l'on a produit une activité qui est socialement validée comme productrice de valeur pour le capital. Et donc on est reconnu comme travailleur que par intermittence dans le capitalisme.
Et c'est comme ça que le capital nous tient. C'est lui qui décide de ce qui est travail et qui décide des temps où nous sommes travailleurs, des occasions par lesquelles nous sommes travailleurs. La forme la plus normale de la mise au travail dans le capitalisme, c'est le travailleur indépendant. Et on a bien vu ce que ça donne en confinement. Les travailleurs indépendants, ils sont à poil. Ils n'ont pas d'activité socialement validée comme productive, ils sont à poil. Un travailleur n'est travailleur que lorsqu'il produit une activité validée comme productive, c'est-à-dire dans le capitalisme comme mettant en valeur du capital. Il est reconnu comme travailleur par intermittence. Il est reconnu comme travailleur à la mesure de son efficience dans la production de valeur. C'est le propre du salaire capitaliste. Et là encore, il faut mettre un mot, un adjectif sur salaire. Le salaire, ce n'est pas du tout une institution du capital, on va le voir, c'est une institution qui aujourd'hui est très largement anticapitaliste. Mais il naît dans le capitalisme comme institution capitaliste, donc le salaire capitaliste, c'est le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, c'est la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche validée comme productive. Je suis posé comme un être de besoin. J'ai des besoins pour faire la tâche qui va mettre en valeur du capital. C'est ça le salaire. Et la forme la plus classique du salaire, c'est le revenu des travailleurs indépendants. Le salaire capitaliste, sa forme la plus classique, c'est le revenu des travailleurs indépendants. C'est pour ça qu'il y a une telle pression pour l'auto-entrepreneuriat, pour la Startup Nation et autres trucs plus ou moins à la mode, mais qui veut restaurer la mise au travail capitaliste, c'est-à-dire sous la forme de l'indépendance. Si vous prenez je sais pas quoi moi, on verra ça cet après-midi avec l'atelier paysan, mais si vous prenez un agriculteur FNSEA, on va dire, qui fait de l'agriculture conventionnelle, c'est le travailleur type dans le capitalisme. À 30 ans, il a 300 000 € de dette ou davantage. Il fait du poulet industriel, donc il dépend entièrement du prêteur, il dépend entièrement du fournisseur d'intrants, de bailleurs et autres, et il dépend entièrement de la centrale d'achat de Leclerc, de son acheteur. Et ces trois groupes capitalistes, le prêteur, le fournisseur et l'acheteur, à travers les prix qu'il lui impose, ou les intérêts qu'il lui impose, récupère l'essentiel de la valeur qu'il produit. Lui-même n'ayant aucune maîtrise de son travail. Aucune. Il est travailleur indépendant, mais il n'a aucune maîtrise de son travail. Et il a des outils, ça on verra ça cet après-midi, des outils irréparables qui font qu'il est totalement dépendant de son fournisseur d'outils, etc., etc. Bien. Le salaire communiste va s'inventer contre le salaire capitaliste. Le salaire communiste, ce n'est pas du tout la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. Parce que ce que laisse à cet agriculteur le Crédit Agricole, Bayer et la centrale d'achat de Leclerc, ce qu'il lui laisse, ou Lactalis s'il fait du lait, ce qu'il lui laisse, c'est de quoi satisfaire ses besoins pour être encore au boulot demain, pour produire la valeur qui va pouvoir être piquée par ces trois groupes. C'est ça un travail dans le capitalisme. C'est quelqu'un dont les besoins nécessaires à la production de telle activité, validée comme productive pour le capital, sont reconnus. Toute la lutte de classe dans le capitalisme a consisté à subvertir cette institution du salaire pour en faire un salaire communiste. Et les prémices du salaire communiste, c'est le salaire des fonctionnaires. C'est pour ça qu'il est à ce point contesté. C'est pour ça que
que l'INRIA embauche 18 CDI et 21 fonctionnaires cette année. Et puis l'objectif de Macron, c'est d'en finir totalement avec la fonction publique. Il l'a dit, il le dit ici, puisque c'est ici qu'il est venu présenter son programme de recherche avec des INRIA qui étaient assez cons pour l'accueillir quand il était candidat à la présidentielle. Donc, on est prévenu, on sait quel est son programme. Il a attaqué le point sensible, le statut des cheminots, qui a été recopié totalement sur celui des fonctionnaires. C'était son acte 1, les cheminots. Et donc, et encore une fois, hein, dans l'indifférence syndicale, il a fait cette attaque phénoménale contre le statut en août dernier, hein, en utilisant évidemment comme opportunité la lutte contre l'épidémie, hein, qui est une opportunité formidable évidemment pour accentuer la dérive capitaliste de notre société. Un fonctionnaire, il est travailleur toute sa vie, enfin toute sa vie de fonctionnaire, jusqu'à sa mort. Ce n'est pas un ancien travailleur, parce que sa reconnaissance comme travailleur est liée au fait qu'il est titulaire d'une qualification. C'est pourquoi je n'aime pas du tout le vocabulaire de lutte contre la précarité dans la fonction publique. Si on lutte contre la précarité, la réponse c'est le CDI. Dans la fonction publique, il faut lutter contre la non-titularisation, c'est tout à fait autre chose. Hein. Lutter contre la précarité, c'est déjà baisser culotte. C'est ne pas voir le statut communiste de la fonction publique. La mutation anthropologique qui consiste à poser la personne même comme travailleuse, quelle que soit son activité et sa validation. C'est pourquoi accepter aussi hein, qu'il y ait valorisation de l'activité de l'INRIA est une telle dérive dangereuse. Tout ça est cohérent évidemment avec la suppression du financement structurel. Enfin, je vous renvoie à tout ce que Rogue SR peut dire de très remarquable aujourd'hui. Hein. Là, il y a des lieux quand même dans la fonction publique, dans l'enseignement et la recherche, qui sont des lieux où on n'a pas perdu la tête, quoi. On est quand même un tout petit peu cohérent avec le statut de la fonction publique. Qui suppose un financement par tête, des laboratoires, un financement structurel, la suppression de l'ANR, enfin toutes ces merdes qui ont été impulsées pour que nous ne soyons plus maîtres de notre travail, hein, et que nous ne soyons plus travailleurs qu'à la mesure de la valorisation de nos activités. C'est une dérive que nous devons combattre, mais de façon collective. Ce n'est pas par des résistances individuelles qu'on peut faire ça, bien sûr. Ça suppose un déplacement de l'activité syndicale. Et je salue, je dirais, la forme de courage hein, de mes hôtes qui veulent tenir bon, hein, ne serait-ce qu'en m'invitant, sur des questions structurelles du statut d'un fonctionnaire. Donc, ce qui se joue en 1946 avec la naissance du régime général, c'est la transposition à l'ensemble des salariés de ce qui a été initié en matière de retraite pour la fonction publique. De le régime général de retraite, créé en 1946 sous l'impulsion des communistes, de la CGT, transpose le statut des fonctionnaires. Aucun compte n'est tenu des cotisations, absolument aucun. La pension, elle est calculée en fonction d'un salaire de référence
alors qui n'est pas le meilleur à l'époque, c'est le dernier, mais le dernier dans le privé, c'est pas forcément le meilleur, loin de là. C'est celui des 10 dernières années à l'époque. Bon, mais dans l'optique des promoteurs, c'est d'arriver progressivement au 6 meilleurs mois, comme dans la fonction publique. Hein, c'est ça l'ambition. Et de faire que on soit travailleur jusqu'à notre mort. Quel est l'enjeu ? Quel est l'enjeu de dissocier la qualification du poste? Ce qui est déjà une conquête. Hein. C'est une conquête par rapport à l'auto-entrepreneuriat, par rapport aux travailleurs des plateformes, par rapport à l'ubérisation, qui n'est jamais que le retour à avant 1910. Hein. Ubériser, c'est revenir avant 1910. 1910, c'est une immense conquête de la CGT. C'est le code du travail, hein, le code du travail qui va imposer aux capitalistes de devenir employeurs. Un capitaliste ne veut jamais être employeur. Un capitaliste, il veut être Crédit Agricole, bailleur ou Lactalis, c'est-à-dire ponctionner des travailleurs indépendants. C'est ce que fait le capitaliste de plateforme aujourd'hui. Ça, c'est le statut type du travailleur dans le capitalisme, c'est le travailleur indépendant, on ne le répétera jamais assez. Hein. Ce n'est pas le travailleur salarié, non. Le travailleur salarié, il a été construit contre le capital. Et il est possible à partir du moment où la sous-traitance est interdite. Hein. Le Code du travail de 1910 interdit la sous-traitance. Parce que vous avez deux formes de mise au travail dans le capitalisme. La première forme, c'est le travail indépendant. Ça, c'est la forme canonique. Hein. Travail indépendant, c'est les plus exploités. C'est ceux sur lesquels il est le plus facile de piquer de la valeur. À propos de l'endettement, à propos de la fourniture d'intrants, à propos de l'achat du produit. Ces trois actes-là mettent totalement le travailleur indépendant sous la coupe de groupes capitalistes qu'il exploite allègrement. D'autant plus allègrement qu'il croit qu'il est indépendant et qu'il y est attaché à son statut. Donc évidemment, dans ce truc-là, on tourne en rond, hein, pour se faire baiser, hein, c'est à coup sûr. Et donc la CGT se construit à partir de la fin du XIXe siècle contre cela, bien sûr, hein, mais également contre le contrat de louage d'ouvrage, qui est la forme mise en place par la Révolution, par les bourgeois révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle. Le contrat de louage d'ouvrage, c'est un jeu à trois dans lequel un capitaliste donneur d'ordre, hein, il achète, droit commercial. Il n'y a pas de droit du travail, ça n'existe pas. Hein. Droit commercial, c'est le code du commerce, et puis le code civil, hein, c'est Napoléon. Hein, c'est Napoléon qui est le fossoyeur de la Révolution. Hein, c'est pour ça qu'il est tellement exalté, y compris par notre Macron actuel. Bon. Et donc le contrat de louage d'ouvrage permet aux capitalistes d'acheter de l'ouvrage fait, hein, à ça s'appelle à l'époque un marchandeur, on dirait un sous-traitant aujourd'hui. Ce marchandeur entre donc en relation commerciale avec le capitaliste. Il y a un conflit sur le tarif de l'ouvrage fait, bien sûr. Mais ensuite, le marchandeur, lui, il embauche des ouvriers. Le mot ouvrier s'impose au XIXe siècle. C'est ceux qui font l'ouvrage, dans le contrat de louage d'ouvrage. C'est tout un mot qui existait, mais qui n'était pas central comme il le devient à l'époque. Alors eux, ils sont complètement en dessous du radar. Hein. Personne ne connaît. Hein. Il n'y a aucune institution, hein, sur la façon dont ils sont rémunérés. Hein. Le marchandeur les rémunère à la mort moelleux comme il peut en fonction du tarif qu'il négocie avec le donneur d'ordre. Alors le conflit typique, hein, de la chose, c'est le conflit des canuts à Lyon. Hein. Les canuts, c'est des sous-traitants, hein, qui sont en conflit avec les soyeux sur le tarif de la soie, hein, je sais pas quoi, de la tonne de soie ou du kilomètre de textile en soie. Mais les ouvriers, eux, ils sont encore une fois hors radar. Hein, il n'y a pas d'institution du travail. Hein.
Et le Code de 1910, il va instituer le travail. Hein. Je vous renvoie à l'ouvrage tout à fait décisif de Claude Didry, D-I-D-R-Y, hein, qui est un sociologue du droit du travail. Hein. Comment évolue le droit du travail au XIXe siècle et comment il débouche précisément sur le Code du travail de 1910. Le Code du travail de 1910, il interdit la sous-traitance, il oblige les capitalistes à devenir employeurs. Et c'est dans cette confrontation directe qui n'est plus maquillée par la relation commerciale, en relation commerciale, comme elle l'est aujourd'hui avec Uber, hein, ou des travailleurs qui sont en fait sous la coupe directe d'actionnaires, c'est maquillé en relation commerciale, avec un flicage par les clients eux-mêmes, hein, qui sont invités à dire ce qu'ils pensent de la prestation, enfin vraiment des trucs invraisemblables, qui sont le cœur du capitalisme. La CGT obtient que la confrontation devienne enfin directe entre les capitalistes et les travailleurs. Et c'est dans ce cadre-là que va se créer le salaire communiste. Le salaire communiste, il repose sur un mot central qui est le mot qualification. La qualification, ça n'est pas la certification, encore une fois. La certification, elle reconnaît notre capacité à faire du travail concret. Je sais faire de l'informatique, de la physique, n'importe quoi, je suis certifié. J'ai une thèse, etc. Bien ça. Mais encore une fois, nous sommes là dans l'ordre du travail concret, dans l'ordre de l'école. Bon. Mais l'école, elle ne qualifie pas, elle certifie. La qualification, nous sommes dans l'ordre du travail abstrait. Nous sommes dans l'ordre du travail abstrait, le travail en tant qu'il produit de la valeur, non pas en tant qu'il produit des valeurs d'usage. Ça, c'est la certification qui assèque que je sais produire telle valeur d'usage. La qualification, elle n'atteste pas de ça du tout. La qualification, elle renvoie à la production de valeurs économiques. Et le mot qualification, il va être, sinon inventé, du moins institué dans l'affrontement entre la CGT et le patronat, dans ce qu'on appelle les conventions collectives. Le Code du travail de 1910 va permettre la mise en place de conventions collectives. Les conventions collectives qui naissent en 1919, puis qui vont donc être au cœur de l'action syndicale pendant tout le XXe siècle, vont attacher au poste de travail une qualification. C'est ça le cœur de la convention collective. On prend tous les postes de travail d'une branche, quelle que soit la valeur d'usage produite, quel que soit le travail concret qui est produit, on va mettre des postes dont les travaux concrets sont très différents au même niveau de qualification. C'est ça le cœur de la convention collective. Pourquoi? Parce qu'ils contribuent, alors c'est une convention bien sûr, hein, avec des critères, mais tout comme les critères de qualification par le CNU ou je sais pas quoi, ou au CNRS, hein, c'est des critères qui sont discutables, c'est des critères qu'il faut en permanence contester politiquement, bien sûr. Il faut éviter leur naturalisation, bien sûr, hein, ce qui est toujours la tentation. Hein. Et la convention collective donc prend tous les postes d'une branche et les classe par niveau de qualification, quelle que soit la valeur d'usage produite, quel que soit le travail concret qui est produit. C'est la contribution du poste à la production de la valeur économique, donc au travail abstrait, qui va être mesuré de façon dont il faut encore une fois éviter en permanence la naturalisation. Hein. Cette mesure, il faut qu'elle conserve toujours son caractère politique, d'où il faut une très grande vigilance syndicale pour cela, et elle n'existe pas toujours, hein, il faut bien le reconnaître, bien sûr. De même que les critères de qualification dans la fonction publique doivent être en permanence modifiés et en permanence, tenus sous la vigilance démocratique des personnels. C'est pour ça qu'il y a une telle tentative de disqualification du CNU, etc., par la classe dirigeante. Hein. Il s'agit que l'on ne maîtrise pas les critères de qualification.
la convention collective, elle invente donc ce mot qui fait crachoter tout patron. Il déteste le mot qualification. Il adore le mot compétence. Vous voyez bien que compétence, ça renvoie au travail concret. Mais que notre salaire reconnaisse notre contribution à la production de valeur économique, ça n'est pas acceptable. Parce que ça nous pose, non pas comme des êtres de besoin qui font telle tâche concrète, validée socialement comme productive, ça nous pose comme étant au cœur de la production de valeur. Et donc, comme si la bataille politique est menée, légitime pour décider du travail abstrait et de ce qui a valeur. Donc vous avez un refus absolu de la classe dirigeante du salaire à la qualification. Le salaire à la qualification, c'est une conquête à la qualification du poste. C'est une conquête. Donc ce que je dis n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit sur le fait qu'il ne faut pas se battre pour les CDI, mais pour la titularisation. Parce que nous sommes dans l'étape d'après, justement. Mais la première étape pour la CGT, puisqu'il y a qu'elle qui se bat à l'époque, la première étape pour la CGT, c'est la conquête de la qualification du poste de travail. Qu'est-ce que c'est qu'un emploi? C'est lorsque le poste de travail est enrichi d'une qualification et donc de l'obligation pour l'employeur de respecter le salaire à la qualification. Et dans la mesure où cette victoire est une victoire à demi, puisque ce n'est pas les travailleurs qui décident des postes, tout l'enjeu pour la CGT, ça va être de faire passer la qualification du poste à la personne. Ce n'est plus le poste qui est qualifié, mais c'est la personne même. C'est tout l'enjeu de la fonction publique. Vous avez, en 1984, suite à la présence d'un communiste dans le gouvernement Mauroy, vous avez 100 000 titularisations dans l'enseignement supérieur et la recherche. 100 000 titularisations. C'est énorme. Au CNRS, des tas de gens n'étaient pas titulaires. Le personnel biatos, comme on dit, à l'université n'était pas titulaire. Nous avons un énorme mouvement de titularisation où la qualification qui était jusque-là celle du poste, liée au contrat de travail, définant le contrat de travail, n'est plus du tout l'objet du contrat de travail. Un fonctionnaire, il n'a pas de contrat de travail. Il est embauché pour sa qualification. Donc là, nous sommes dans l'autre étape. J'ai insisté sur la victoire qu'est la qualification du poste. C'est une première victoire sur le travail indépendant, mais ou sur les multiples contrats dont sont affligés les jeunes aujourd'hui au nom de l'insertion. Entre 18 et 35 ans, ils s'insèrent. Oui, bah oui. Et donc la seconde étape pour la CGT, ça a été de faire passer la qualification du poste à la personne. Et ça, c'est la fonction publique, c'est l'EDF-GDF, c'est les cheminots, c'est la RATP, et puis c'est le régime général de sécurité sociale. Le régime général de sécurité sociale, il dit les parents sont titulaires d'un salaire, ils n'ont pas d'emploi. Vous avez une subversion complète des allocations familiales, qui était le cœur de la Sécu en 1945. Je vous renvoie à mes bouquins. Tout ça, je n'ai pas le temps Enfin, c'est longuement analysé dans mes bouquins. Prenez Vaincre Macron, par exemple, le second chapitre, où je reprends tout ça. Mais prenez aussi, évidemment, le bouquin avec Lordon qui vient de sortir en travail. Croizat opère une dissociation, mais radicale, entre le salaire et la tenue d'un poste. En disant, les parents sont des travailleurs.
ça ne veut pas dire qu'ils sont au travail. C'est pas ça un travail dans le capitalisme. C'est quelqu'un qui a droit à être reconnu comme en capacité de et en responsabilité de produire de la valeur. Et ce droit s'exprime dans un salaire qui n'est pas lié au poste de travail, mais qui est lié à la personne, à travers une qualification. Et donc, ce qu'opère Croizat en matière de retraite, c'est cela. Un retraité, ce n'est pas quelqu'un qui est plus travailleur. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'avoir un poste pour être reconnu comme travailleur. D'un point de vue anthropologique, c'est très important. Ça. Alors, c'est pas fini, bien sûr. Un fonctionnaire qui n'a plus de poste, il n'a plus son salaire non plus. C'est des prémices du communisme, tout cela. Mais on a quand même bien vu, pendant le confinement, ceux qui n'avaient pas d'emploi, c'est-à-dire qui étaient en CDD de mission, en stage, en intérim, ou travailleurs indépendants, ils étaient à poil, dès lors qu'ils n'avaient pas d'activité validée comme productive. Ceux qui avaient un emploi, c'est-à-dire ceux qui étaient dans un CDI relevant de la convention collective, ils ont conservé 84% de leur salaire, y compris s'ils ne faisaient rien. Donc ça, c'est l'invention de la qualification du poste, qui est déjà un gros progrès. Et puis ceux qui avaient une qualification personnelle, ils ont conservé leur salaire dans son intégralité. Vous voyez bien la mutation anthropologique qu'il y a à reconnaître les personnes comme travailleuses par intermittence, selon la validation de leur activité comme productive, ou qu'il y a à les reconnaître comme travailleurs en tant que personnes. Et vous voyez bien combien, depuis la LRU, depuis Sarkozy, depuis l'ANR, depuis les contrats d'excellence et toute la merde qui nous est arrivée depuis l'autonomie des universités, la dévolution de leur patrimoine aux établissements, enfin, c'est cela qui est attaqué fondamentalement. Vous avez maintenant, depuis la loi AESR, la possibilité pour des présidents d'université d'embaucher des gens qui n'ont pas été qualifiés par le CNU. Vous voyez bien que l'enjeu décisif de la lutte de classe, c'est la qualification des personnes. Et donc l'enjeu décisif des retraites, c'est pas de savoir si les comptes à points, c'est plus ou moins de la capitalisation. Si les comptes à points, c'est plus ou moins bon pour le pouvoir d'achat des retraités, qui y perd, qui y gagne. Arrêtons ces erreurs stratégiques. Le compte à points, c'est la réponse capitaliste en 1947, dès 1947, du geste de Croizat de 1946. En 1946, Croizat, les militants communistes de la CGT, puisque les socialistes et les trotskistes sont en train de faire effort, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ne s'occupent pas du régime général, ils s'en foutent. Je le signale au passage et sans polémique, la question n'est pas là, c'est un constat. Hein. C'est un constat. Ils sont tout seuls. Vous voyez, je voudrais bien... C'est comme ça que j'ai annoncé mon topo. Hein. Ce que c'est qu'un récit qui pose sur l'histoire populaire un sarcophage capitaliste, un peu comme le sarcophage qui a été posé sur Tchernobyl. Et je compare cela aux monuments aux morts qui ont été créés après la Première Guerre mondiale. L'histoire sainte qu'on nous raconte, c'est « Il était une fois le Conseil national de la résistance » où des communistes aux gaullistes, oui, je suis arrivé au bout de mon propos, des communistes aux gaullistes dans une union avec une CGT de 5 millions d'adhérents, un parti communiste à 30%, une URSS faisant pression sur le capitalisme européen, des patrons déconsidérés par la collaboration. Il a été possible d'instituer un meilleur partage de la valeur
de piquer sur la partie de la valeur qui va au capital pour l'attribuer au travail dans la sécurité sociale. La sécurité sociale qui serait plus de solidarité par un meilleur partage de la valeur. Cette histoire, c'est une histoire de lutte de classe contre l'histoire populaire. C'est une histoire qui est fausse de bout en bout. En 1945, tout existe. Tout. Vous avez plus de 1000 caisses de sécu. Vous avez 70 000 salariés pour gérer ces caisses. Donc ce n'est pas une institution qui est créée en 1945. C'est une institution qui est créée par le patronat pendant toute la première moitié du XXe siècle. Et pendant les dernières années du 19e. Tout existe, absolument tout. Rien n'est créé en 1945. Ce qui va se faire, c'est en 1946. Mais ça, je m'en aperçois. Vous voyez, après 30 ans de travaux de première main, d'accord, hein. C'est pour ça que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que c'est qu'un chercheur. Hein. Les documents ne répondent qu'aux questions qu'on leur pose. Et pour changer nos questions, il faut changer notre rapport à notre objet. Ce n'est pas simplement mieux rendre adéquats nos hypothèses aux phénomènes observés. Ça, c'est utile, mais c'est le b.a.-ba de la recherche. Mais ce n'est pas ça le point central. C'est de changer notre rapport à notre objet. L'histoire sainte, quel est son objectif? C'est d'enfouir sous le sarcophage de « il était une fois la création de la Sécu en 1945 », la subversion de la sécurité sociale qui s'opère en 1946. Cette subversion, c'est précisément de faire passer la qualification du poste à la personne. Et il y a un enjeu tel que dès 1947, un patronat qui n'est pas du tout déconsidéré, enfin, lisez 5 pages de l'Aquarius, qui est la seule qui fasse, qui fasse vraiment parmi les historiens de l'histoire à base d'archives. Enfin, Vievorka a pu faire un bouquin sur la résistance, le bouquin cher Armand Collin, le bouquin officiel sur la résistance. Il n'y a pas d'archives, il y a les mémoires. Enfin, aucun historien ne font des trucs sérieux sur les mémoires des acteurs. Bon, donc nous ne pouvons pas tolérer, encore une fois, hein, que des institutions aussi décisives que la sécurité sociale fassent l'objet d'une histoire sainte, aussi peu validée scientifiquement. Mais même cette validation scientifique, elle est compliquée, hein, parce que, encore une fois, tant qu'on pose le capitalisme comme une structure qui génère des victimes, on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire. Que les travailleurs peuvent de temps en temps avoir des rapports de force favorables, par exemple en 1945, ou enfin toute la saga que je viens de raconter, d'accord, mais que ça, c'est pas reproductible, qu'aujourd'hui on a bien du mal, enfin, etc., etc. Vous connaissez tout le laïus pleurnichard de nos organisations. Qui repose sur la cécité, sur la capacité révolutionnaire. Hein, tout le bouquin que nous avons fait avec Lordon au premier semestre de cette année, qui est sorti là en octobre dernier, c'est là-dessus. C'est sortir nos organisations collectives et notre militance traditionnelle de sa cécité sur l'histoire populaire. Mettre un qualificatif sur des mots que nous utilisons de façon essentialisée sans les qualifier. La valeur, le travail, le salaire. Et on les identifie au capitalisme, par-dessus le marché. Ce qui fait que nous n'avons plus aucun tremplin pour agir. Non, il y a une classe révolutionnaire qui est en capacité d'instituer un salaire communiste, un statut communiste du travailleur, une sécurité sociale du soin communiste, on pourra en parler si ça vous intéresse, etc. Moi, j'ai dû changer complètement mon attitude de chercheur. J'étais jusque-là quelqu'un qui était en sciences sociales critiques. Quelle est la pose du chercheur? C'est un type qui gagne au grattage et au tirage. Hein. Ça, c'est le jackpot. Hein. Il écrit le discours officiel. Hein. Il n'y a pas de classe révolutionnaire. La seule classe pour soi, c'est la bourgeoisie.
le capitalisme c'est dégueulasse, et c'est l'histoire dont la bourgeoisie a besoin, hein. Il n'y a pas d'alternative, il n'y en a pas. On croit qu'il y en a une, mais il n'y en a pas. Ah si, la commune, le Rojava, vous voyez, très lointain dans le temps ou dans la géographie. Voilà. Ah oui, là-bas, oui, peut-être, oui. Ici, chez nous, ah non, non, non. Ah ben non. Non, non, il y a des démocraties avancées, il y a je sais pas quoi, quelques avancées démocratiques de temps en temps, mais il n'y a pas de révolution. Ah non, non, c'est pour plus tard. Il faut d'abord prendre le pouvoir d'État, gagner les présidentielles, je sais pas quoi, enfin des conneries de ce genre. Puis après on fera le socialisme, on fera le communisme. Enfin, nous avons voulu, Frédéric et moi, mettre le mot communisme sur la table de l'aujourd'hui et maintenant. Pas pour demain, pas pour après-demain, après le socialisme, après la prise du pouvoir d'État, aujourd'hui. Et d'abord, parce qu'il y a un déjà là, parce que le communisme, il est déjà institué dans des prémices, dans nos sociétés. Donc, moi j'étais un chercheur en sciences sociales absolument classique. C'est-à-dire un type qui est solidaire des victimes. Ça, c'est au tirage, c'est solidaire des victimes. Au grattage, ça c'est le dimanche. Hein. Et puis la semaine, bah, t'écris l'histoire officielle. Il n'y a pas de classe révolutionnaire. Et là, tu fais carrière. Donc, sortir de ça, vous savez, c'est très confortable. Vous savez, c'est très confortable d'écrire le discours dont la classe dirigeante a besoin, tout en étant solidaire des victimes. C'est un confort inouï. S'en sortir, c'est compliqué. C'est ce que j'ai essayé de faire.